Bien, merci à tous les gens qui ont été remerciés pour l'invitation et l'opportunité de donner cette conférence. Je prends un micro. Ah d'accord. Donc il faut que je parle dans ce micro-là. Oui, je crois qu'il est allumé maintenant. C'est bon? Tout le monde m'entend? Très bien. Donc je venais juste de remercier l'ensemble des personnes qui avaient été remerciées par les trois premiers intervenants, et à mon tour je veux les remercier, et remercier en particulier Nicolas, Alexis qui m'ont invité pour cette visite au département d'économie. Donc j'en profite pour leur demander, d'ailleurs vous savez peut-être qu'il y avait des élections importantes hier, je parle de celle du Conseil du FR, et tu ne m'as pas informé Nicolas du résultat, j'espère que ça s'est bien passé. Il y en avait d'autres et on va commencer par ça, ça a été rappelé. C'est évidemment les élections américaines et comme monsieur le doyen l'a rappelé, ça illustre très bien, de manière presque tragique, l'actualité du thème de la conférence, donc sur immigration et populisme. Le sous-titre de immigration et populisme, c'est le cercle vicieux de la xénophobie, et je vais essayer de montrer que grâce à l'analyse économique, on peut établir un lien causal, bidirectionnel entre ces deux objets, que l'immigration, dans certaines conditions qu'on va préciser, peut contribuer à la montée des populismes à laquelle on a assisté, notamment en Europe, au cours des 20 dernières années, mais que la montée du populisme a aussi un effet sur la composition des flux migratoires, sur la taille et la composition des flux migratoires, et que cet effet en retour entretient donc une sorte de cercle vicieux, qui fait qu'on peut finalement se trouver dans deux situations à l'équilibre, puisque les économistes aiment parler de cette notion d'équilibre. Un équilibre bas dans lequel on a peu de populisme et une immigration qui est assez qualifiée en termes d'éducation, de compétences, etc., et qui, de ce fait, a une contribution assez positive, encore plus grande, disons, à l'économie, est acceptée, tolérée. Donc on a des niveaux de populisme qui sont bas et des niveaux d'immigration relativement élevés, mais aussi relativement qualifiés. Et puis on a un équilibre avec beaucoup de populisme, mais d'un type de flux migratoire et qui va entretenir ce populisme. Et donc on va avoir ce cercle vicieux. C'est ce que je vais essayer de montrer dans le cadre de cette conférence. Donc effectivement, c'est pris de la première page du New York Times aujourd'hui. C'est la victoire de Donald Trump. Et si vous voyez le sous-titre, vous le voyez ici, le sous-titre, Donald Trump donc, revient au pouvoir. Dans une nouvelle ère d'incertitude, et le sous-titre c'est « He played on fears of immigrants ». Il a joué sur la peur de l'immigration et sur les inquiétudes économiques pour battre finalement Kamala Harris. Donc on voit bien que ce thème de l'immigration a été tout à fait central dans la campagne américaine. Donc quelle va être la structure de ma présentation? Je vais d'abord essayer de définir et d'expliquer comment on mesure le populisme, parce qu'il y a un aspect de quantification, de mesure qui est à mon avis intéressant et important, qui n'est pas spécifique des économistes, c'est des political scientists, donc des politistes, je crois on dit en français, qui s'intéressent à ça, les gens qui font de la science politique. Mais dans la science politique, il y a des gens qui sont plutôt qualitativistes et des gens qui sont plutôt quantitativistes, et ceux-là sont assez proches des économistes. Donc la science politique quantitative et l'économie politique sont finalement deux disciplines assez proches, et c'est de ça que va relever cette première partie sur la définition, la mesure du populisme, savoir de quoi on parle. Puisque pour faire des analyses empiriques, il faut, et si on veut mettre le populisme à gauche comme variable dépendante, il faut pouvoir le mesurer, le quantifier. Ensuite, on va s'intéresser, une fois qu'on aura défini, mesuré le populisme, au lien, premier lien, celui entre immigration et populisme. On va voir, et on le sait, que les questions liées à la mondialisation
sont considérées comme une des raisons pour lesquelles le populisme a augmenté de façon importante dans de nombreux pays, notamment en Europe, aux États-Unis, etc. Et donc cette mondialisation a deux composantes principales, le commerce, les importations qui viennent concurrencer la production locale, et la migration, les travailleurs qui viennent concurrencer les travailleurs locaux sur le marché du travail. Ce qu'on verra, sur quoi on va insister, que ce soit sur le commerce ou sur les migrations, c'est que souvent on néglige une dimension qui est fondamentale, qui est la composition en termes de qualification des biens importés et de l'immigration. Est-ce qu'on importe des biens qui sont intensifs en travail peu qualifié, ou est-ce qu'on importe des biens qui sont intensifs en travail qualifié? De même pour la migration, est-ce qu'on parle de migrants qui sont très qualifiés ou de migrants qui sont peu qualifiés? On va voir que les effets de l'immigration et du commerce sont différenciés, ne sont pas les mêmes, ce n'est pas l'effet en miroir l'un de l'autre, et d'autre part sont différenciés selon le type de contenu en qualification. Et puis on verra ensuite que cette mondialisation, elle n'intervient pas toute seule. Il y a d'autres choses, il y a d'autres déterminants du populisme qui ont été bien soulignés, qu'on connaît, les crises économiques, les problèmes de désindustrialisation, la montée d'Internet et des social media qui tentent à polariser les opinions, et aussi la question de la diversité, à la fois de la diversité de l'immigration et la diversité des partenaires commerciaux. On verra que toutes ces choses-là sont importantes en interaction avec les éléments, les dimensions de la mondialisation. Dans un troisième temps, on va s'intéresser à la relation inverse, celle cette fois entre populisme et immigration. On verra que le populisme entraîne ce qu'on appelle une sélection adverse en économie, c'est-à-dire non désirée, en matière d'immigration. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, les populistes visent certaines catégories particulières de migrants, en général des migrants peu qualifiés, mais que le populisme a un effet dissuasif, répulsif, essentiellement sur les migrants qualifiés, ceux qui ont le choix d'aller ailleurs et qui n'ont pas envie de vivre dans un environnement où il y a des attitudes négatives vis-à-vis des migrants, de l'autre, etc. Dans des démocraties qu'on appelle illibérales, le fait d'avoir une démocratie illibérale fait fuir des gens pour qui ces éléments-là, pour qui la démocratie est importante, et souvent, ils sont qualifiés. Donc il y a un effet de détournement des flux migratoires, de diversion des flux migratoires qualifiés qui ne vont pas donc, vers les pays qui mettent en place des politiques répressives de l'immigration ou qui expriment, soit par leur gouvernement, soit par leur population, des attitudes xénophobes, racistes, anti-immigration. On verra que c'est le cas à la fois pour la migration internationale, mais aussi au niveau interne, qu'on a des redistributions de population à l'intérieur d'un pays en fonction du fait qu'il y a telle entité régionale ou une municipalité qui a une couleur populiste, entre guillemets. Quand je dis populisme, pour l'essentiel de la conférence, je veux dire le populisme de droite. Il y a aussi un populisme de gauche, je vais parler des deux, et on verra que là aussi, quand on parlera d'effets hétérogènes, on différenciera ce qui se passe sur le populisme de droite et ce qui se passe sur le populisme de gauche. Et puis on conclura par cette notion de cercle vicieux en montrant qu'il y a un lien d'immigration vers le populisme, il y a un lien de populisme vers l'immigration, et que ces deux liens se renforcent dans une boucle dynamique qui s'apparente à un cercle vicieux qu'on peut modéliser. J'utiliserai un modèle simple, graphique. Voilà. Je sais que c'est une conférence grand public, je vais être très peu technique, je vais essayer de reposer sur l'intuition. Je vous montrerai quand même un graphique théorique à la fin, un tableau de résultats commenté, mais je serai assez intuitif évidemment sur les méthodes empiriques, par exemple, ou sur, je ne vais pas vous montrer d'équations ou ce type de choses. D'accord ? Donc voilà pour le programme. Pour les parties 1 et 2 sur la mesure du populisme et le lien entre mondialisation et populisme, ce que je vais vous montrer se base
sur un travail commun. Je vais revenir un petit peu en arrière. L'essentiel de ce que je vais présenter se fonde sur des travaux communs avec mon vieux co-auteur, les Anglais disent mon permanent co-auteur, mon co-auteur permanent, c'est-à-dire ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble et on a produit beaucoup de choses ensemble, et on continue à le faire sur ce thème aujourd'hui, qui est Frédéric Docquier, anciennement à l'Université catholique de Louvain et maintenant qui est le directeur de la recherche du LISER, qui est l'équivalent de l'INSEE au Luxembourg. D'accord ? Donc, la référence pour les deux premières parties, ce sera un article qui est très récent, puisqu'il n'est pas encore publié dans un journal, il est publié comme document de travail au CEPR au mois de février, avec donc, Frédéric Docquier et puis d'autres co-auteurs en dehors de moi, donc Stefano Iandolo, Riccardo Turati et Gonzague van Orenberg. Donc, comme vous le voyez dans l'abstract, le résumé de cet article, là, on fait deux choses que je vais vous résumer ici. Une concerne la mesure du populisme et l'autre, le lien entre populisme et mondialisation, et notamment avec le contenu en qualification du commerce et de la migration. Donc, dans la première partie, je vais parler donc de la définition et de la mesure du populisme. Je vais parler d'abord de nos sources de données et des méthodes qu'on va utiliser. Je vais expliquer comment on construit pour chaque parti politique un score de populisme et comment ces scores se distribuent. Est-ce qu'on a beaucoup de partis très populistes, peu populistes, etc. On peut imaginer que c'est une distribution assez normale, beaucoup au centre et peu aux extrêmes, mais c'est effectivement ce qu'on va trouver, mais on va voir que cette distribution évolue dans le temps. Et puis on va se servir de cette distribution pour fixer un seuil. On va dire, c'est à partir de quand qu'on est un parti populiste? Quand on a un score de 1, de 2, de 3, d'accord? On va devoir discuter de ça. Je vais vous donner ensuite des exemples sur 3 pays qui nous intéressent. La France, évidemment, les États-Unis, évidemment, le Royaume-Uni, pour en prendre un troisième, qui est un pays intéressant aussi, du fait du Brexit, etc. D'accord ? Sur la question du populisme et de la migration. Et puis, je vous donnerai quelques grandes évolutions pour l'Europe, pour l'Union européenne, sur cette notion de populisme, en distinguant, j'expliquerai dans la partie sur la mesure, ce qui relève d'une mesure traditionnelle du populisme et d'une mesure moins traditionnelle que je vais expliquer, qu'on appelle la mesure moyenne par rapport à la mesure du volume. Donc d'abord, comment définir le populisme? C'est compliqué de définir le populisme. Vous connaissez peut-être la métaphore de l'éléphant? Non? Vous ne connaissez pas la métaphore de l'éléphant? La métaphore de l'éléphant est la suivante, c'est que c'est difficile de définir un éléphant, mais c'est facile de le reconnaître. D'accord? Si vous voyez un éléphant, vous reconnaissez tout de suite que c'est un éléphant. Si je vous demande de définir un éléphant, vous allez commencer à dire c'est un gros animal, c'est un mammifère, il a de couleur grise. Voilà, c'est compliqué, ça peut mettre du temps à définir. Bon, le populisme, c'est un peu pareil. Intuitivement, on sent bien quand on a affaire à des populistes ou pas, mais c'est difficile de le définir précisément. Alors les politistes le font, ils ont recours, parce qu'ils connaissent très bien l'histoire politique, et donc ils forment des jugements sur le fait que tel ou tel parti peut être qualifié ou non de populiste. Et souvent dans les classifications en sciences politiques, le fait d'être populiste ou pas dépend de jugements d'experts. On demande à des experts en sciences politiques, on leur dit dites-nous si, je ne sais pas, le parti numéro 4 est populiste ou non, et le parti numéro 5, et ainsi de suite. D'accord ? Ça, c'est une approche qualitative qui repose sur vraiment un jugement que se forment des experts sur la nature des partis politiques. Puis on peut faire aussi une analyse quantitative qui va reposer sur... Et alors on peut demander aux experts, et ça repose sur quoi votre jugement? Et généralement, ils répondent, il y a 2 critères qui sont fondamentaux. Pour eux, du fait de leur connaissance de l'histoire politique, l'un, c'est ce qu'on appelle, en anglais, le anti-elite stance. Donc c'est le fait d'être anti-establishment stance, donc c'est le fait d'avoir un discours anti-élite.
d'opposer l'élite potentiellement ou supposément corrompue par rapport au peuple, qui est pur par définition. Donc ça, c'est une composante importante du populisme, l'anti-élitisme et la pureté du peuple. Et la deuxième composante, c'est le commitment to protect, donc l'engagement à protéger le peuple. D'accord ? Donc ici, autant les populistes de droite et de gauche ont un discours anti-élite assez proche. Ensuite, quand on vient à l'aspect protéger le peuple contre, c'est là que se différencie souvent le populisme de droite et de gauche. Le populisme de droite, c'est contre, généralement, c'est les forces de l'étranger, ceux qui menacent notre identité, etc., donc les immigrés, notamment. Et puis le populisme de gauche, c'est plus un antagonisme de classe. C'est les riches qui nous contrôlent, qui nous manipulent, etc. D'accord ? Dans le discours, c'est ça qui va différencier le populisme de droite ou de gauche. Alors, il se trouve qu'il y a une merveilleuse base de données qui existe depuis peu de temps, qui est librement consultable, qui s'appelle le Manifesto Project Database, qui est une base de données qui recense l'ensemble des plateformes électorales de l'ensemble des partis politiques qui participent dans des élections dans un certain nombre de pays jugés, enfin en tout cas dans lesquels il y a des élections, sur la période depuis 1960 jusqu'en 2018. Donc en 1960, c'est essentiellement l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, mais il y a des pays qui se démocratisent dans le temps et qui entrent dans la base de données au fur et à mesure. Et donc dans cette base de données, on peut avoir d'abord les scores électoraux de tous les partis politiques, de toutes les élections législatives. D'accord ? On peut avoir une analyse textuelle de leur plateforme électorale. Et donc on peut, là encore je ne veux pas être technique, mais repérer l'incidence de tel ou tel terme, notamment ces termes anti-élite, ce discours anti-élite ou ce discours d'engagement à protéger. On fait de l'analyse textuelle pour repérer l'importance qu'ont ces thèmes dans les plateformes électorales de ces partis politiques. Ça aussi, c'est fourni par le Manifesto Project Database. D'accord ? Et donc, on a les scores électoraux des partis, on a l'analyse textuelle de leur plateforme, et on l'a pour beaucoup de pays et pour une période d'environ 60 ans. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans notre analyse. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque parti politique, à chaque élection, on va lui donner un score de populisme basé sur, comme je l'ai dit, l'incidence, le nombre d'occurrences de ces thématiques, l'importance de ces thèmes dans sa plateforme. D'accord ? Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais qui n'améliorent pas beaucoup la classification. Il y a le type de communication, par exemple. Est-ce qu'on est plutôt un type de communication antagoniste et violent ou pas ? Il y a des questions liées aux relations internationales. Est-ce qu'on est pro-européen ou anti-européen dans le contexte de l'Union européenne, etc. Tout ça peut jouer, mais finalement, avec ces deux composants-là, l'anti-élitisme et l'engagement à protéger, on a une assez bonne prédiction, on a une bonne vision du niveau de populisme d'un parti politique. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, et quand on fait ça, voilà la distribution des scores de populisme qu'on obtient. Donc, vous voyez, c'est effectivement une distribution normale. Elle est normalisée, on la normalise à 0, et on peut dévier vers la droite ou vers la gauche. Mais donc là, ce sera moins que la moyenne, plus que la moyenne, etc. Donc on peut être populiste de gauche ou de droite quand on aura un score de populisme plus élevé. Donc ce que vous voyez ici, d'abord, c'est que la distribution est à peu près normale, mais aussi vous voyez quand vous comparez les courbes, que quand on prend la courbe la plus récente, celle-ci, pour 2010-2018, elle s'est déplacée vers la droite par rapport à celle des années 60. On a, disons, ça nous montre qu'il y a une progression du populisme. Les partis ont un discours dans leur plateforme qui est plus populiste qu'il ne l'était auparavant. D'accord ? Je vous passe le deuxième graphique. Il montre que
que ce n'est pas tant les partis populistes qui deviennent plus populistes au cours du temps que les partis non populistes au départ qui intègrent des doses de populisme au fur et à mesure. Et ça, c'est important parce qu'on va mesurer le populisme en fait de deux façons. Les politistes le font que d'une façon. Comment ils font les politistes pour mesurer le populisme? Ils disent, ben d'abord j'ai des experts qui me disent quel parti est populiste ou pas. Et par exemple, si j'ai 10 partis numérotés de 0 à 1, ils vont dire, de 0 à 10, ils vont dire ben les partis 8 et 10 sont populistes. Et quelle est la mesure du populisme? Ben, on va prendre les scores électoraux de ces deux partis pour dire le populisme représente tant de pourcentage de l'électorat. D'accord? Mais ce faisant, il néglige le fait que les partis classés qui ne sont pas classés comme populistes peuvent avoir été influencés, avoir adopté finalement certaines idées des partis populistes, ce qu'on observe également, comme le montre ce graphique ici. Des partis qui n'étaient pas populistes, et au début des années 60, leur score était en moyenne ici, mais à la fin de la période, en 2015, il s'est déplacé vers la droite. Donc les partis non populistes ont plus de populisme dans leur plateforme à la fin de la période qu'au début. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Quelques exemples pour illustrer ça. Alors vous avez ici ce que ça donne pour la France. Vous avez l'ensemble des partis français entre 1960 et les élections et 2018. Donc la dernière élection, ce sont les législatives de 2017. Et vous voyez le score de populisme des différents partis, et la couleur dénote, si c'est rouge, ça varie d'un graphique à l'autre, alors c'est un peu... Donc si c'est rouge, ici c'est à droite, si c'est bleu, c'est à gauche, et si c'est un parti... Les partis sont par ailleurs classifiés par d'autres politistes comme étant de droite, de gauche ou du centre, et on peut voir que, par exemple, le parti Front National, de manière assez cohérente, je dirais, persistante, est classé à droite et populiste. D'accord? Vous voyez que le parti communiste, dans les années 70, était aussi classé comme populiste, mais de gauche, du fait, sans doute, de la fort discours anti-élite capitaliste et engagement à protéger les classes ouvrières contre les classes bourgeoises ou les propriétaires. D'accord? Et ainsi de suite. Bon, le PS, parti non populiste, centriste, l'UMP aussi, etc. D'accord? Bon, c'est assez cohérent. On peut le voir pour les différents pays. Pour l'Angleterre, on voit que le UKIP, qui était le parti le plus pro-Brexit, est classé comme populiste, par exemple. Il n'y a pas tant de partis qui sont classés comme populistes, ce qui est cohérent avec la distribution. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on va classer comme populiste, on va choisir quelque part ici, de manière pas totalement arbitraire, on va prendre un écart type. On va prendre 0 plus un écart type, et ça va tomber à peu près à 2, comme score de populisme. Et donc tous les partis qui sont à la droite de ce score-là, on va dire ils sont populistes. D'accord? Mais ça peut changer d'une élection à l'autre. Ça dépend si la plateforme évolue. Ce n'est pas qu'un parti est par nature, une fois et pour toutes, populiste ou non. C'est un avantage de notre méthode par rapport aux classifications des politistes, c'est que ça évolue dans le temps. D'accord? Le score peut augmenter, diminuer, et puis passer sous le seuil qui fait qu'on le définit comme populiste ou non. Bon, comme c'est une période marquée par l'élection américaine, ce que vous voyez, c'est que les républicains sont classés à droite et leur score de populisme augmente dans le temps. Et avec l'élection de Trump, ici, ils sont néanmoins, en 2016, encore en dessous du seuil de populisme. Je serais curieux de voir, une fois qu'on aura les plateformes, que ça aura été digitalisé, traité quantitativement, j'imagine que le score de populisme a augmenté. Est-ce que d'après notre méthode, le Parti républicain aujourd'hui serait populiste? Sans doute, mais je n'ai pas encore les données pour le faire. D'accord? Bien. Et une dernière chose sur cette partie de définition de mesure, sur l'évolution en Europe du populisme. Vous voyez les populismes de gauche et le populisme de droite, ici. Donc vous voyez que le populisme en Europe, dans les années 60-70, c'était plutôt un populisme de gauche, lié essentiellement à l'importance des partis communistes européens, alors que le populisme de droite était beaucoup plus faible.
mais ces courbes se sont inversées. On a une hausse plus importante du populisme de droite, mais le populisme de gauche a réaugmenté au cours des 10 dernières années. D'accord ? Mais il est bien en dessous quand même du populisme de droite. Et ici, vous avez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les deux marges. Le volume, ça vous donne le score électoral moyen de l'ensemble des partis classifiés comme populistes. Et donc, vous voyez que ce score était ce qu'il était dans les années 70, puis il a baissé au cours des années 70-80, puis il a réaugmenté, fluctué, mais bon, depuis les années 2000, il a fortement augmenté. D'accord ? La deuxième courbe, c'est la moyenne pondérée des scores de populisme de l'ensemble des partis. D'accord ? Ça capture aussi le fait que des partis traditionnels peuvent incorporer des idées populistes dans leur plateforme. Et donc là, vous voyez que ça fluctue également, mais là aussi, ça augmente beaucoup au cours des dernières années. Donc, ça c'est juste pour définir l'objet, la variable qu'on va mettre à gauche, notre variable dépendante, le populisme. Maintenant, on va parler de ce qu'on va mettre à droite, nos variables explicatives, et notamment celles liées à la mondialisation et à la migration. Donc, 2 points dans cette partie, dans cette deuxième partie. L'une donc qui va montrer le rôle de la structure par qualification de la mondialisation pour le commerce et pour les migrations. Et puis l'autre qui va s'intéresser aux interactions entre ces variables de mondialisation et d'autres déterminants du populisme, les crises économiques, la désindustrialisation, l'importance d'Internet et la question de la diversité, tant au niveau des partenaires commerciaux que de l'immigration. Donc, quand on parle de mondialisation, qu'est-ce qu'on veut dire par la mondialisation ? Ça veut dire, la mondialisation économique en tout cas, ça veut dire que les facteurs de production bougent, il y a des délocalisations, il y a des investissements directs étrangers, donc ça c'est le capital qui bouge. Il y a des travailleurs, le travail qui bouge, ça c'est les migrations. Et puis le produit de ces facteurs, les biens qui sont produits, le commerce donc, augmente. Et ce qu'on a appelé l'ère actuelle de mondialisation, c'est parce que, pas pour la première fois, mais pour la 3e fois dans l'histoire, après ce qu'on appelle l'échange colombien, donc au moment de la découverte de l'Amérique et les échanges qui s'en sont suivis, puis à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et à la fin du 20e siècle, on a 3 phases de mondialisation où on voit une hausse accélérée et concomitante de l'ensemble de ces indicateurs de mondialisation, et le commerce, et les migrations, et les flux de capitaux augmentent de manière importante. Ça, c'était le cas notamment dans les années 90 et depuis. Il y a une littérature qui s'est... Évidemment, beaucoup d'analystes ont fait le lien entre cette mondialisation et la montée des populismes de manière qualitative, intuitive et de manière quantitative. Quantitativement, les économistes sont vraiment intéressés fortement à cette question, notamment sur la question du commerce, et en utilisant, je ne sais pas comment l'appeler, si c'est une expérience naturelle ou en tout cas un événement important, qui est l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, et donc le début des importations massives de biens produits en Chine. On a pu mesurer ce qu'on a appelé le choc chinois, le China Shock. Ça a été utilisé notamment aux États-Unis pour dire qu'il y a des zones aux États-Unis qui vivaient d'industries qui ont été fortement concurrencées par les importations en provenance de Chine. Ces industries, ces régions ont perdu des emplois, ont fermé des usines. C'est ce qu'on appelle la Rust Belt, la barrière de la rouille aux États-Unis. Et c'est là qu'on a vu naître des mouvements populistes, le Tea Party, et les choses qui ont amené à la première élection, puis à la deuxième élection de Trump, d'un fort soutien pour
des idées populistes, avec cet engagement à protéger, en faisant du protectionnisme douanier et au-delà. Donc ça, c'est toute une série de travaux importants de ces trois auteurs, Autor, Dorn et Hanson, qui ont fait toute une série d'articles sur cette question et qui ont bien montré ce lien entre la concurrence d'importation de produits importés intensifs en main-d'œuvre peu qualifiée, qui ont concurrencé la production locale, entraîné des délocalisations, des fermetures d'usines, et finalement ont été associés à la montée du populisme aux États-Unis. Sur l'autre aspect qui est la migration, là aussi il y a une littérature importante en économie qui a cherché à voir s'il y avait un lien causal entre l'immigration et la montée des populismes. Et là, je vais dire que les résultats sont un peu plus contrastés. Il y a deux théories qui s'affrontent un petit peu. Il y a la théorie dite du contact et la théorie du seuil. La théorie du contact, c'est de dire, en fait, ce qui n'est pas faux, hein, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, même en France, par exemple, en France, la région où le Front National, le Rassemblement National a les scores les plus faibles, c'est Paris, d'accord, et l'Île-de-France. À Paris, je crois que le Front National fait le Rassemblement National aux dernières élections, hein, là où ils ont fait 35% nationalement, je crois qu'ils ont fait moins de 10% à Paris, ils ont fait 8%. Pourtant, Paris, vous avez 30%, 40% d'étrangers. D'accord, c'est la zone où il y a le plus d'immigrés et c'est la zone où le Front National est le plus bas. Donc ça supporte ce qu'on appelle la théorie du contact. Hein, c'est-à-dire que quand on vit à côté des immigrés, on voit que c'est des êtres humains, on a des choses à apprendre d'eux, etc. Et puis ça se passe pas si mal et tout ça. D'accord ? Il y a, à l'inverse, beaucoup de zones où il y a peu d'immigrés, où il y a un vote Rassemblement National très important. Ça s'explique par différentes choses, hein, mais c'est surtout le fait que ça montre pour moi que ce n'est pas véritablement pertinent d'avoir une analyse trop locale de ces relations, parce que les gens ont une perception de l'immigration qui ne repose pas que sur ce qu'ils voient dans leur quartier, mais sur ce qu'ils voient à la télé, sur ce qu'on en dit, etc. D'accord ? Donc c'est pertinent de faire, comme on va le faire nous, des analyses au niveau national, et pas forcément de faire ça à un niveau très très local. Qu'est-ce qu'on va contribuer par rapport à ça ? Je vous dis, il y a une littérature sur commerce et migration, sur commerce et populisme, une littérature sur immigration et populisme. Qu'est-ce qu'on apporte, nous ? Mais d'abord, ça paraît étonnant, mais on est les premiers à regarder les deux en même temps. Deuxième chose, on est les premiers à regarder les deux en même temps, tout en ayant une décomposition par niveau de qualification et des flux commerciaux et des flux migratoires. D'accord ? Donc, on va distinguer le commerce intensif, enfin, les importations de biens intensifs en travail qualifié du commerce fait d'importations intensives en biens non qualifiés. Et pour la migration, on va différencier les flux d'immigration qualifiés des flux d'immigration non qualifiés. Là, la barrière est assez simple. Si vous avez jusqu'au bac, vous êtes considéré comme non qualifié. Et si vous avez plus que le bac, vous êtes considéré comme qualifié. C'est ça dans les classifications internationales, ce qui nous permet de faire ça. Bien. Donc on apporte ces deux choses-là, et on va voir comment le commerce et l'immigration, et chacune de leurs composantes en termes de qualification, affectent le populisme de gauche et de droite, et le total. Donc, ça, ce sera la seule régression que je vais vous montrer. Hein, c'est un tableau, c'est une régression qui nous dit on a une variable dépendante. Pour pointer, il faut que je me mette ici, je vous tourne le dos, je m'excuse. Donc on a une variable dépendante qui est, on en a deux, hein, le volume de populisme. Donc le tableau est structuré on a deux variables dépendantes qui sont les deux mesures de populisme. Le volume, c'est, comme je l'ai dit, le score des partis populistes lors d'une élection. Et la mean margin, donc la marge moyenne, c'est le score, c'est la moyenne pondérée des scores de populisme de l'ensemble des partis. D'accord ? Et
en ligne, on a nos variables explicatives. Donc, on a les importations LS, ça veut dire low skill, donc intensive en travail peu qualifié. Les importations HS, high skill, donc intensive en travail qualifié. Et ensuite la migration, peu qualifiée, low skill, et hautement qualifiée, high skill. D'accord ? Et pour nos mesures de populisme, on regarde le total, le populisme de droite, le populisme de gauche. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit, la première chose, c'est que l'importation de biens intensifs en travail peu qualifié augmente le populisme total à travers une augmentation du populisme de droite et n'a pas d'effet, en tout cas pas d'effet significatif, sur le populisme de gauche. C'est vrai à la marge extensive pour le volume, donc quand on regarde le score des partis populistes, et c'est vrai aussi pour la marge moyenne quand on regarde la moyenne pondérée des scores de populisme. D'accord ? Donc plus on importe des biens importés, si vous voulez, plus ça va intensif en main-d'œuvre peu qualifiée, plus ça va bénéficier au populisme de droite, et donc à travers eux au populisme au total. Je vais laisser, ça peut prêter à confusion cette ligne-là, totale, c'est la somme de droite et de gauche, donc je vais parler que de populisme de droite et populisme de gauche. D'accord ? Donc l'importation de biens intensifs en travail peu qualifié se traduit par une hausse du populisme de droite, que ce soit lorsqu'on regarde les partis définis comme populistes, classifiés comme populistes, ou l'ensemble des partis. D'accord ? Donc ça c'est la moyenne, ça inclut les partis populistes et les autres partis. D'accord ? La migration non qualifiée, est-ce qu'elle a les mêmes effets que le commerce non qualifié ? Vous voyez que, apparemment oui, on a un effet positif sur le populisme de droite, tel que mesuré par les scores des partis populistes, mais on voit qu'il y a aussi un effet significatif, un peu moins, négatif, sur le populisme de gauche. D'accord ? Donc il y a moins de votes quand il y a plus d'immigration plus d'immigration non qualifiée, il y a moins de votes pour les partis populistes de gauche et plus de votes pour les partis populistes de droite. D'accord ? Et vous voyez, j'ai dit que je n'allais pas parler de l'effet total, mais que ça se compense à peu près. Ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que c'est des gens qui votaient, par exemple, communistes, et qui ont voté ensuite Front National ? C'est pas vraiment ça on n'a pas les votes des gens. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est plutôt ça qu'on pense sur la base d'autres bases de données, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est plutôt juste un déplacement de la distribution des votes vers la droite. Donc si on déplace la distribution des votes vers la droite, il va y en avoir moins à l'extrême gauche et plus à l'extrême droite. C'est plutôt ça qui se passe. D'accord ? C'est-à-dire que tout le monde vote un peu plus à droite qu'avant. Les gens qui votaient extrême gauche votent à gauche et les gens qui votaient à droite votent à l'extrême droite. D'accord ? Donc vous voyez déjà que l'effet des migrations non qualifiées sur le vote populiste n'est pas le même que l'effet des importations en biens non qualifiés, puisque l'un se traduit par une hausse du populisme de droite et l'autre également, mais aux dépens du populisme de gauche, ce qui n'est pas le cas pour les importations de biens non qualifiés. Et enfin, le dernier résultat, qui est assez intéressant et méconnu, je dirais, c'est que la mondialisation qualifiée, que ce soit à travers le commerce ou à travers les migrations qualifiées, vous voyez qu'on a un coefficient négatif significatif. Donc quand on a des importations de biens intensifs en main-d'œuvre qualifiée ou qu'on a une immigration qualifiée, eh bien, ça concourt à réduire le populisme. D'accord ? Ça a un effet négatif sur le populisme de droite. D'accord ? Sur le vote pour les partis populistes de droite, que ce soit pour le commerce ou pour les importations. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Le message ici, c'est toutes les mondialisations ne se valent pas. Le commerce et les migrations, ce n'est pas forcément la même chose. Et la migration non qualifiée et la migration qualifiée, ce n'est pas forcément la même chose. Il faut être conscient de ces nuances.
Parce que si on veut faire des recommandations de politique en disant il faut interdire le commerce ou il faut interdire l'immigration, par exemple, on néglige, disons, ces effets hétérogènes qui ressortent de l'analyse. La dernière chose dans cette partie que je vais vous montrer, c'est que cette mondialisation et ce populisme n'est pas déterminé que par la mondialisation. Il y a d'autres déterminants. Il y a une littérature importante sur le fait que les crises économiques sont un facteur de populisme, qu'on a une hausse des inégalités, du chômage, etc. Ça aussi, ça concourt au populisme. Que en particulier les périodes de désindustrialisation sont aussi des périodes défavorables. C'est l'histoire de la Rust Belt, dont je parlais tout à l'heure, sont aussi un terreau fertile, disons, pour le vote populiste. Et ce qu'on voit ici, ces résultats ici, c'est les interactions entre nos variables de mondialisation, les importations de biens, pour la partie non qualifiée, les importations de biens non qualifiés et la migration non qualifiée, l'effet de l'interaction sur la mesure de vote pour les partis populistes ou le score, la moyenne pondérée. D'accord ? Il faut juste que vous cherchiez des barres qui ne coupent pas la ligne de zéro pour avoir un effet d'interaction significatif. Donc ici, j'en ai une. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je suis dans une période de crise économique, les importations de biens intensifs en main-d'œuvre non qualifiée ont un effet positif sur le populisme de droite, pardon, c'est le populisme de gauche, d'accord ? Alors que ce qui n'était pas le cas avant, d'accord ? Donc, quand il y a de l'immigration non qualifiée et que celle-ci intervient dans un contexte de crise économique, alors ça peut créer plus de soutien, de vote pour les partis populistes de gauche. J'ai aussi, ici c'est la même chose qualitativement, qu'est-ce que j'ai d'autre qui est significatif ici ? Quand je suis c'est l'histoire de la Rust Belt, quand je suis dans un contexte de désindustrialisation, l'effet positif des importations de biens intensifs en travail non qualifié ont un effet positif sur le populisme encore plus fort que ce qui est le cas en période normale, si vous voulez. D'accord ? On regarde quels sont les effets d'amplification, dans quel contexte, en interagissant différentes variables, dans quel contexte la mondialisation va avoir encore plus d'effets dans un sens ou encore moins d'effets dans l'autre. D'accord ? D'autres déterminants bien documentés dans la littérature, l'un c'est le rôle d'Internet, et notamment à travers Internet, c'est la diffusion des réseaux sociaux et la communication qui passe par les réseaux sociaux. Tous les politistes qui font l'économie politique des médias nous montrent que ces réseaux sociaux sont un facteur de polarisation, puisqu'on a des algorithmes qui nous disent ce qu'on veut entendre, finalement, et puis on regarde ce que postent les gens qui sont comme nous. Donc voilà, on se renforce chacun dans nos préjugés, plutôt que d'accéder à une information plus objective. Ce qu'on voit, effectivement, c'est que dans un contexte d'expansion d'Internet, on a des effets plus forts, notamment au niveau du commerce, des importations de biens intensifs en main-d'œuvre non qualifiée. Les effets positifs de ça sur le populisme sont encore plus grands quand on est dans une période d'expansion d'Internet. Et la dernière chose ici, c'est la question de la diversification au niveau du commerce ou de la migration. Ça, pour le commerce, c'est une mesure de la diversité des partenaires commerciaux qu'on utilise. C'est-à-dire, est-ce que ce qui compte, c'est que les biens qui sont en main-d'œuvre, intensifs en main-d'œuvre peu qualifiés, est-ce que ça change qu'ils viennent tous du même pays, qu'on les importe tous d'un même pays, ou bien qu'on les importe de pays différents ? En fait, quand on les importe que d'un seul pays, la Chine, l'effet sur le populisme est plus fort. Quand on a une diversité des partenaires commerciaux, l'effet des importations non qualifiées intensives en main-d'œuvre non qualifiée sur le populisme est plus faible que
quand c'est assez concentré. Et là, au niveau de la diversité de la migration, ce qu'on voit, c'est que quand on a une diversité plus grande, la diversité ici, elle n'est pas mesurée en termes de pays d'origine, mais en termes de distance culturelle. D'accord ? Donc quand on a une plus grande diversité au sens de distance culturelle, la migration non qualifiée a un effet négatif sur le populisme de gauche, ce qui n'était pas le cas en temps normal. Alors la troisième partie, cette fois je vais regarder la relation inverse. Je ne vais pas le faire de manière quantitative, je vais le faire de manière plus intuitive, plus en utilisant juste des résultats d'études ou en donnant ce qu'on appelle des évidences anecdotiques. D'accord ? C'est le lien donc entre populisme et sélection adverse. Donc je vais d'abord donner un certain nombre de généralités et d'évidences anecdotiques, et puis ensuite je vais donner des exemples de ce lien entre populisme et sélection adverse de l'immigration au niveau des migrations internes et au niveau des migrations internationales. D'abord, la notion de sélection adverse, ceux qui ont étudié l'économie savent de quoi je veux parler, mais les autres pensent que c'est juste un terme comme ça. Le terme fait référence à l'économie de l'information et aux travaux d'Akerlof. Et c'est un concept qui est assez intéressant parce que ça nous permet d'expliquer, par exemple, un exemple d'application de la sélection adverse, c'est quand il y a du chômage et pourtant les entreprises ne baissent pas les salaires. D'accord ? Pourquoi ? Les économistes se sont demandé pourquoi. Normalement, dans un modèle standard de marché concurrentiel, s'il y a du chômage, des gens qui ne sont pas employés, ça devrait exercer une pression à la baisse. Pourtant, dans de nombreux contextes, on voit que les entreprises ne baissent pas les salaires. La raison, c'est que, en fait, il y en a beaucoup, mais l'une d'entre elles, c'est que peut-être que si on baisse les salaires, il y a les travailleurs qui savent qu'ils ont des options extérieures vont partir. Je ne peux pas observer la productivité de chaque travailleur, je peux juste observer collectivement combien les gens produisent dans une entreprise. D'accord ? Mais les gens, eux, savent s'ils sont productifs ou pas. Si je baisse les salaires, ceux qui sont les plus motivés, qui ont des caractéristiques désirables sur le marché du travail et qui le savent, eux vont partir en disant si on baisse mon salaire, moi je vais aller chercher un boulot ailleurs et je suis confiant que je vais en trouver. Et ceux qui sont moins productifs, moins motivés, vont peut-être rester. Et donc en baissant les salaires pour augmenter les profits, finalement on va garder des travailleurs moins productifs, on va faire moins de profits, et donc les entreprises savent ça. Si les économistes écrivent le modèle, on suppose que les entreprises le connaissent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une rigidité des salaires à la baisse, même en présence de chômage. C'est un exemple d'application de cette notion de sélection adverse. L'idée, c'est simplement que quand on fait quelque chose, on peut amener à un résultat, un effet pervers inverse de celui qu'on souhaite. Dans la sélection de différentes choses, pourquoi les banques n'augmentent pas les taux d'intérêt de manière très grande, c'est parce que ne vont accepter de prendre des prêts à taux d'intérêt très élevés que les gens qui sont prêts à prendre de gros risques. Et donc, ils vont souvent faire faillite, ces gens-là. D'accord ? Etc. Donc, il y a plein d'applications de ce concept de sélection adverse. Okay, on peut l'appliquer à ce lien entre populisme et migration. Donc, l'idée générale, c'est que quand on a des politiques anti-immigration ou des attitudes au niveau du discours gouvernemental ou au niveau de l'opinion publique qui s'exprime contre les étrangers, etc., ce n'est pas forcément les étrangers qu'on n'aime pas qui vont partir ou qui ne vont pas venir, parce que ceux qu'on vise, peut-être que d'abord ils s'en fichent, qu'on les aime bien ou pas, ils sont là pour travailler, et ils n'ont pas beaucoup de choix. Quand on est quelqu'un qui vient d'un pays pauvre et qu'on est peu qualifié, on n'a pas beaucoup de choix, c'est très difficile d'arriver dans un pays riche. On a pris beaucoup de risques pour arriver là. On a pu le faire peut-être parce qu'on a quelqu'un dans notre famille qui nous a permis de rentrer, mais on n'a pas de la famille partout. Alors que quand on est qualifié, on a le choix, on est demandé. Si on entend un discours anti-immigré de façon générale, on va dire pas de problème, moi je vais ailleurs. D'accord ? Donc on assiste à ça. Ça c'est l'idée intuitive, mais ce n'est pas que une intuition. Cette intuition, elle est confirmée dans de très nombreux cas de figure. Anecdotiquement, on l'a vu récemment, par exemple,
ce qui veut dire qu'au total, le populisme peut se traduire peut-être par un peu moins d'immigration, mais surtout par une forte détérioration du degré de qualification des immigrés. D'accord ? Donc le populisme va entraîner sans doute un peu moins de migration. Pas beaucoup, parce que c'est quand même l'immigration peu qualifiée, elle est peu, entre guillemets, élastique au populisme. Elle réagit peu à ça, sauf si, évidemment, on envoie les SS ou quelque chose comme ça. D'accord ? Mais dans le contexte qui reste celui des démocraties occidentales, plus de populisme ne se traduit pas réellement par plus d'immigration. On met des barrières, on construit un mur, on laisse les gens se noyer, mais il y a énormément de gens qui se noient, mais il y en a quand même peu par rapport aux flux migratoires totaux. Et les gens qui prennent ces risques, ce sont des gens qui sont peu qualifiés, parce que des gens qualifiés vont se dire je ne vais pas traverser la Méditerranée, je vais faire ce qu'il faut pour avoir un visa au Canada ou en Australie. D'accord ? Donc, on a des évidences anecdotiques là-dessus. On a vu que l'élection de Trump de 2016 a entraîné une diversion de flux migratoires qualifiés vers le Canada, par exemple, par rapport aux États-Unis. On a vu que pour le Brexit, il y a des tas d'Européens qui travaillaient en Angleterre qui sont rentrés et les autres ont arrêté d'y aller, parmi les plus qualifiés. L'immigration au total, elle n'a pas tellement baissé en Angleterre, au contraire, depuis le Brexit, mais ça a été plutôt des gens du Commonwealth, plutôt que de l'Union européenne, qui sont venus et qui étaient en moyenne moins qualifiés que les Européens. On l'a vu aussi anecdotiquement en Allemagne, lors des mouvements des manifestations du mouvement Pegida, qui est un peu l'ancêtre de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. On a vu que dans les villes où il y avait ces manifestations anti-immigrés, effectivement, les immigrés sont partis, mais les immigrés qui sont partis, c'était les Européens, les Suisses, les Autrichiens qui vivaient là-bas et pas ceux contre qui on manifestait. D'accord ? Ok, de façon générale, on assiste à... Tout ça fait partie de ce qu'on appelle un phénomène plus général que Albert Hirschman avait appelé l'effet d'exit. Le exit effect, ça vient d'un ouvrage de 1970, c'était un politologue, sociologue, économiste, c'était un social scientist très complet, Albert Hirschman. Il a écrit ce livre qui s'appelle Exit, Voice and Loyalty en 1970, où il expliquait que quand on n'est pas satisfait, on a plusieurs options un peu exclusives. L'une, c'est le exit, c'est de partir. Et ce dont on n'est pas content, c'est la politique là où on est, c'est l'émigration. D'accord ? Le exit. Bon, quelques exemples moins anecdotiques, mais basés sur des recherches récentes, y compris par mon co-auteur Docquier et par moi-même. Docquier a, avec des co-auteurs, un article sur l'Italie, par exemple, qui montre que l'élection d'un maire qui appartient à la Ligue du Nord influe sur les flux entrants et sortants dans une ville, de migrants, mais aussi de natifs. Et que ceux qui ont le plus tendance à partir, suite à l'élection les immigrés qualifiés, les qualifiés ont tendance à moins venir, et ceux qui partent, ce sont des immigrés et des Italiens, parmi les plus jeunes et les plus qualifiés. Donc on a une sélection adverse dans le sens où on a des flux qui vont dans le sens inverse de celui qu'on avait escompté. Dans un article récent avec deux co-auteurs, on regarde au niveau de l'ensemble des pays, donc une analyse de comparaison interpays, qu'il y a un lien négatif assez clair entre les attitudes anti-immigrants et la qualité, si vous voulez, de la qualité moyenne en termes d'éducation des flux migratoires entrants. C'est ce que montre aussi mon co-auteur, donc Frédéric Docquier, avec un ancien doctorant à lui, Vassilakis. Cette fois, ils utilisent les données dont je vous ai parlé sur le populisme. Ils montrent, en mettant à droite cette fois le populisme de droite, que le populisme de droite entraîne une détérioration du ratio migration qualifiée sur migration non qualifiée. D'accord ? Donc que la proportion de migrants qualifiés diminue fortement dans les flux migratoires. Et tout ceci crée donc la possibilité d'un cercle vicieux
et c'est ce par quoi je vais terminer. Ce que j'ai appelé pour cette conférence donc, le cercle vicieux de la xénophobie. C'est un modèle théorique, je vous passe les équations. Ceux qui enseignent, font les modèles de croissance reconnaissent ce genre de graphique. C'est des modèles à équilibre multiple où on a différentes équations dynamiques qui se coupent. Donc, en fait, vous en avez deux. Vous avez la courbe bleue et la courbe rouge. D'accord ? La courbe bleue, elle résume d'abord nos axes. Ça, c'est le niveau de populisme de droite. Et ça, c'est le ratio migrants non qualifiés sur migrants qualifiés. OK ? Donc, c'est un indice de niveau de qualification de l'immigration, si vous voulez, mais inversé. Plus il est fort, plus ça veut dire que la proportion de qualifiés est faible, d'accord, et de non qualifiés est forte. Donc c'est je ne sais pas quel serait le terme, c'est un ratio de déqualification. Appelez-le comme vous voulez. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a dit dans dans la deuxième partie ? On a dit qu'il y avait un lien entre migration et populisme, que quand on avait plus de migration non qualifiée, il y avait plus de populisme de droite. D'accord ? Et quand on avait plus d'immigration qualifiée, on avait moins de populisme de droite. D'accord ? Donc, en fait, ces deux forces vont jouer de façon telle que plus je me déplace par là, donc plus j'ai de migration non qualifiée et moins j'ai de migration qualifiée, plus l'effet sur le populisme est positif. Légèrement au début, ça augmente un peu au début, quand je pars d'un ratio de qualifiés quand même très élevé, et puis ça augmente ensuite de manière convexe, à taux croissant, puisque je vous passe les détails techniques, mais notre spécification soutient ça, on a des logs, etc. Donc ça soutient cette forme fonctionnelle qui est représentée ici. D'accord ? Et puis on suppose qu'on atteint un certain niveau maximal de populisme. Ça peut être Hitler, ça peut être juste un certain taux maximal. Voilà, ça c'est la relation donc, qu'on appelle PP, qui est la relation entre niveau de déqualification de la migration et niveau de populisme. La deuxième relation, c'est la relation inverse entre populisme et ratio de déqualification, qui... il n'y a pas de craie, ici, je ne veux pas jouer au prof, mais c'est-à-dire que, imaginez que cet axe-là, c'est l'axe vertical, et cet axe-là, c'est l'axe horizontal, on aurait une courbe comme ça. D'accord ? Ça veut dire que quand on a un peu de populisme, ça ne joue pas tellement sur le ratio de qualification des migrants, mais que quand on a plus de populisme, ça le détériore rapidement. D'accord ? Comme les axes sont inversés, la courbe a cette allure-là. OK ? Donc c'est ce qu'on appelle des modèles dynamiques à équilibre multiple, où en fait, on a on a trois croisements, si vous voulez, entre ces deux courbes. Un ici, correspondant à ce qu'on va appeler un équilibre vertueux, où on a peu de populisme, vous voyez, on est bas sur l'axe vertical, et un niveau de qualification de la migration élevé, on est à gauche. Donc on est dans une zone où le populisme est contenu. D'accord ? On a un croisement ici, qui est ce que je vais appeler l'équilibre vicieux, où on a un niveau de populisme élevé et un niveau de qualification de la migration qui est faible, c'est-à-dire beaucoup de non qualifiés par rapport aux qualifiés. Et c'est un équilibre dans le sens où si on se déplace légèrement, quelque part, les forces vont nous y ramener, les forces dynamiques vont nous y ramener. Et puis on a un troisième croisement ici, qui est un équilibre qu'en apparence, parce qu'il n'est pas stable. Si on part de là et qu'on se déplace légèrement par ici, on va arriver là, par des forces dynamiques vont nous entraîner là. Et si on est légèrement par là, les forces dynamiques vont nous amener à B. D'accord ? Donc S, c'est ce qu'on appelle un équilibre séparateur, ce n'est pas un vrai équilibre.
On en a deux de vrais équilibres, le G et B. D'accord? Donc, ça, c'est la relation entre les deux. Hein, et on a donc un cercle vertueux ici et un cercle vicieux ici. En quoi c'est lié à... Maintenant, comment on peut utiliser ce genre de modèles, hein, des modèles sont des simplifications de la réalité, mais qui nous aident à réfléchir. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe si on part par exemple d'ici, hein, et qu'on a des chocs. On a un choc, par exemple, des réfugiés qui arrivent. Des réfugiés qui arrivent, ça veut dire que le ratio, les réfugiés souvent ils sont moins qualifiés que les migrants économiques, donc on a une détérioration du ratio de qualification, donc on passe par exemple de là à là, et ainsi de suite, et vous voyez que l'équilibre, si on est au départ ici, on se rapproche on est le long de cette courbe ici, hein, on va de là à là, puis de là à là, au fur et à mesure que par des chocs liés à des réfugiés, liés aux migrations climatiques, liés même à des politiques plus restrictives de migration qui vont finalement encourager les gens à venir illégalement. Et donc ceux qui vont venir illégalement, plutôt que légalement, ça va être des gens moins qualifiés. Tout ça va détériorer ce ratio, donc déplacer vers la droite et le bas notre courbe MM. Et donc, si c'est léger, on se déplace ici, on a un peu plus de populisme et une légère détérioration du ratio. Mais si on va plus loin, on va passer l'équilibre séparateur, et là, on n'aura plus qu'un seul équilibre. Un équilibre où on aura finalement une dynamique explosive, hein, qui va nous amener ici, avec des niveaux de populisme très très élevés et des niveaux de qualification de l'immigration très faibles. C'est un peu le scénario qu'on observe, hein, c'est ça que je veux vous dire, en fait. On peut déplacer l'autre courbe, je ne le fais pas graphiquement. Imaginez qu'on soit, je ne sais pas, ici, sur cette courbe ici au milieu, hein, en vrai, et qu'il y ait des chocs qui nous déplacent la courbe bleue vers la gauche. C'est quel type de choc? Une crise économique, une crise financière, les types d'amplification dont je vous ai parlé, l'explosion du social media, tout ça rend l'effet de la migration sur le populisme plus fort. D'accord? Et donc ça va me déplacer cette courbe-là vers le haut, et même chose, c'est possible que si je pars de cette situation-là et que la courbe passe vers le haut, finalement j'ai plus qu'un seul équilibre, qui est l'équilibre vicieux là-haut. D'accord? Donc vous voyez un peu comment on obtient ce type de dynamique vertueuse ou vicieuse entre migration et populisme, et pourquoi dans les circonstances dominantes aujourd'hui, on est plutôt dans une... Si on veut être optimiste, on est par ici, on se déplace légèrement, on vit avec un peu plus de populisme, une immigration qui, dans certains pays, ce n'est pas le cas pour tous les pays. Pour le Canada, l'année dernière, Justin Trudeau, il a dit « on veut passer de 500 000 à 1 million d'immigrés par an ». D'accord ? Et le Canada a un système par points de sélection, etc. Et donc c'est de la migration qualifiée. D'accord? Donc mais en la Suisse, même chose. Hein, mais dans beaucoup de pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Italie, on voit qu'il y a une dégradation des flux migratoires en termes de contenu en qualification et une montée des populismes. Est-ce que on est là ou est-ce qu'on va aller là-bas? Donc ce n'est pas un message très optimiste, en fait. Oui. Est-ce que l'élection de Donald Trump pourrait conduire à un choc? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que c'en est un en soi. Moi, ça me suffit comme choc, personnellement. Oui. Après, il y a beaucoup de mesures très anti-immigration dans le programme de Trump. Il y en a une pro-immigration. Et je suis très favorable, dans le livre qu'Alexis a mentionné, c'est une des choses que je proposais pour la France, c'est de faciliter la transition pour les étudiants étrangers entre études et travail. De permettre, mais en partie pour ces raisons-là, parce que d'avoir les étudiants étrangers, c'est une population diversifiée, qualifiée, et c'est en changeant la structure de l'immigration par ce type de canaux-là qu'elle sera aussi mieux tolérée par les opinions publiques et qu'on restera dans des dynamiques contenues, disons,
entre immigration et populisme. D'accord ? Donc, je vais conclure. Hein. Je crois que c'est presque une conclusion. Je vous remercie de me la fournir. Plutôt que de conclure de manière formelle en vous rappelant les différents points, je vais juste vous montrer ma conclusion. C'est la première page d'un article de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est David Landes, qui est un historien de l'économie, qui a écrit un gros pavé que je vous recommande absolument, qui s'appelle « Richesse et pauvreté des nations », publié à la fin des années 90. Il a écrit un petit article de 4 pages, celui-là, si vous voulez, qui s'appelle « Don't beat up the little guys ». Ça veut dire « Ne tapez pas sur les petites gens ». D'accord ? Et qu'est-ce qu'il fait dans cet article ? Il nous dit en fait finalement, ce que je voudrais rajouter, je ne l'ai pas fait dans l'introduction, c'est que le populisme, d'un point de vue économique, est une mauvaise chose. Hein, on parle du populisme comme d'un phénomène politique, mais ça a une incidence économique. Et il y a un article récent, notamment dans l'American Economic Review l'année dernière, qui montre clairement que le fait d'avoir un leader ou un gouvernement de type populiste réduit la croissance économique avec un effet non négligeable de l'ordre de 10% de points PIB sur 15 ans. Donc ce n'est pas du tout négligeable, donc c'est un coût économique important. Donc la conclusion qu'on peut en tirer avec cette analyse de cercle vicieux, c'est que finalement en votant contre l'immigration, d'une certaine manière on se punit soi-même. Et c'est le message que donne David Landes dans son article, où vous pouvez lire, il dit « Ceux qui écrivent sur la persécution, la discrimination, qu'elle soit ethnique, religieuse, ou de classe ou sexuelle, sont généralement, et de manière correcte, concernés par les effets négatifs sur les victimes. Mais on ne parle pas des effets sur les perpétrateurs, les oppresseurs. Et donc c'est ce qu'il nous dit ici. Donc much less is noted, on ne note pas assez que, peut-être parce que c'est moins évident, il y a aussi un coût important pour les oppresseurs. Et ensuite l'article nous donne des tas d'exemples historiques, l'expulsion des Juifs et des Arabes d'Espagne, etc. C'est le premier exemple qu'il donne, mais il y en a d'autres dans l'article, et qui se retournent finalement en termes de croissance, de développement, à long terme sur les pays qui ont utilisé ces politiques, disons, d'exclusion. D'accord ? Si vous voulez une version courte de ma présentation, j'ai fait un article dans Le Monde à peu près avec le même titre qui résume ça. Il y a quelques mois que ça m'a été demandé entre les élections européennes et les élections législatives en France. Et voilà, je crois que je suis à peu près dans les temps. Merci pour votre attention.